Alors, désolé, toute la connexion a été rétablie. La connexion a été coupée. Je pense que la connexion a été rétablie. On peut reprendre, on peut recommencer. Je m'excuse. Alors, forget the mistake, remember the lesson, car selon Platon, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Oui, au lieu de se comparer aux autres, la sagesse recommande de travailler tous les jours afin de devenir la meilleure version de soi-même. Bonjour, bonsoir. Merci de rester fidèle à ce programme, le déontologue. Oui, ce programme mensuel qui réussit à réunir des spécialistes à travers l'Afrique et aussi à travers le monde afin d'aborder prioritairement des questions à la fois de santé mentale et aussi de maladie mentale. La thématique de ce jour, mauvais contrôle de soi, faible estime de soi, où se situe la procrastination entre nos intentions, ambitions et leur réalisation. Psychologie du héros Oblomov, grandeur de la procrastination. En 1859, l'écrivain russe Goncharov crée le prototype de procrastinateur qui remet tout au lendemain. Aujourd'hui, un adulte sur 5 et un étudiant sur 2 est atteint de troubles de la procrastination. Pourquoi est-il si difficile d'agir? Pourquoi si souvent rechigne-t-on à la tâche et renvoie-t-on à plus tard ce que l'on pourrait faire tout de suite? Quel est ce hiatus qui prend parfois les proportions d'un gouffre entre nos envies, nos intentions, nos ambitions et leur réalisation? Nul autre héros n'illustre mieux le dilemme qu'Oblomov, personnage créé en 1859 par l'écrivain russe Ivan Goncharov. L'auteur inventera même un néologisme, l'oblomovisme, pour décrire un mélange de mollesse, de paresse, d'esprit velléitaire, et ce terme passera dans le langage courant en Russie. Oblomov était un homme de 32 ou 33 ans, de taille moyenne, à la figure agréable, aux yeux gris foncés, mais on eût vainement cherché à lire sur ses traits le moindre signe de volonté ou de profondeur d'esprit, car Oblomov passe une bonne partie du roman allongé sur son lit, émitouflé, dans une robe de chambre, qui est le prolongement de son corps et le symbole de sa condition. On apprend que la position allongée n'était pas probablement un besoin, comme l'est pour un malade ou quelqu'un qui a sommeil. Ce n'était pas un hasard, comme pour un homme fatigué, pas non plus une volonté, comme elle peut l'être pour un paresseux. C'était l'état normal. Sa chambre à coucher lui sert aussi de séjour, de salle à manger, de cabinet de travail et de salle de réception. À peine sorti du lit, le matin, le voilà qui se couche sur son divan, se pose la main sur le front et réfléchit. Réfléchit jusqu'à ce que, épuisé par ce pénible travail, il murmure en toute bonne conscience. Assez peiner aujourd'hui pour le bien commun. Totalement improductif, égoïste, immature, narcissique, d'une totale mauvaise foi, glouton et somnolent, il passe ses journées à alterner sieste et repas et à se chamailler avec son inérable domestique Zakhar, guère plus efficace que son maître dans son rôle. Rien d'étonnant que ce Oblomov soit rapidement devenu l'exemple de ce qu'il faut éviter à tout prix dans l'éducation des enfants. Le petit Iliouka, dans son domaine de l'Oblomovka, était couvé, gâté, surprotégé, abondamment nourri et couvert de tendresse, privé de toute initiative, découverte au contact avec la réalité par l'attention permanente d'une armée de domestiques et une nounou omniprésente. De fait, Goncharov décrit explicitement cette éducation comme une cause de la léthargie d'Oblomov. Quand Ilouchka a envie de quoi que ce soit, il suffit de cligner de l'œil et 3 ou 4 serviteurs s'élancent aussitôt pour contenter son désir. Ilouchka restait donc à la maison, mélancolique et, comme une fleur dans une serre, il grandissait sous verre, lentement, mollement. Et ses forces qui pourtant cherchaient à se déployer, ses forces refoulées, se fanaient. Le terme d'oblomovisme est défini par un critique comme une totale inertie résultant d'une empathie envers tout ce qui se passe. Ouh là là. Alors, est-ce que vous me recevez? Je pense que j'ai ouvert mon micro. Alors, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui, 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 on vous reçoit. Ah, d'accord. Parce que j'ai reçu un message comme quoi c'était coupé. Alors, je continue. En bref, improductif, immature, narcissique, de mauvaise foi, le personnage d'Oblomov se trouve toujours une excuse pour remettre tout au lendemain. La procrastination est aujourd'hui associée à un mauvais contrôle de soi et à une faible estime de soi, ainsi qu'à une forte impulsivité. Pourtant, le romancier donne de la grandeur à son personnage qui privilégie l'être sur l'agir et fait preuve d'inventivité pour justifier son inaction. Aujourd'hui, la capacité à ne rien faire, à prendre son temps, à ne pas se soumettre aux impératifs de mouvement serait une forme de sagesse. Un cas pathologique,
Pour les philosophes et psychanalystes, le bobisme renvoie à l'impossibilité de recréer le bonheur et l'insouciance de l'enfance, la perfection du sein maternel, nourrissant, protecteur, entièrement dévoué, qui ne demande rien en échange. Ayant perdu sa mère adorée précocement, Oblomov ne s'en est jamais remis. Toujours, dans ses rêves, il retourne à l'Oblomovka et reçoit sa mère. Toutes ses tentatives d'entrer dans le monde, la vraie vie, se sont soldées par des échecs parce que rien ne lui semble à la hauteur du paradis perdu, ni même digne d'intérêt. C'est pourquoi il n'est jamais retourné dans le domaine qui pourrait lui appartenir et qu'il laisse dépérir. Se confronter à cette réalité lui est insupportable. Oblomov a également fait son entrée dans la clinique psychiatrique et neurologique. Son nom est par exemple cité dans un article de 1955 sur le psychopathe neurasthénique, un type de personnalité prétendument observé chez certains chômeurs, des paresseux essentiellement incurables. On y lit que leur trait commun et caractéristique est un manque d'élan. L'attitude récurrente des psychathéniques du psychiatre Pierre Janet qui présentent quelquefois depuis leur première enfance un caractère bien reconnaissable. Ce sont des mous, des ondulants, des paresseux. La, psycha, la psychasthénie de Janet se caractérise par une abolie, sorte d'incapacité à agir, dominée par des obsessions, des phobies, des manies, de l'anxiété, des ruminations et une faible estime de soi qui, ensemble, bloquent toute possibilité d'initiative et empêchent le malade de s'adapter à la vie sociale. Plusieurs structures nerveuses y participent. Formation réticulée, thalamus, noyaux gris centraux, aires prémotrice et motrice, cortex préfrontal médian et gyrus singulaire. Une architecture neuronale monumentalement et admirable lutte contre l'inertie, mais elle semble défectueuse chez Oblomov. Quelque chose chez lui ne semble plus fonctionner, et ce depuis longtemps. Névrose, agoraphobie, dépression, mélancolie, dysfonctionnement endocrinien, atteinte neurologique, Oblomov meurt après plusieurs attaques cérébrales. Dans un éclair de lucidité, il se demande quand même, je serais curieux de savoir pourquoi je suis comme je suis. Oui, pourquoi? Sans doute est-ce parce que, mais il s'endort avant d'avoir posé une quelconque réponse. La revanche de Oblomov, pourtant, l'inactivité de Oblomov ne se résume pas à une abjecte immobilité. Goncharov nous le rend infiniment drôle et sympathique par ses nombreux tourments, sa honte d'être ce qu'il est, ses touchantes rêveries et aspirations, sa douceur et la pureté de son cœur. Aujourd'hui, les jugements sévères contre Oblomov se sont adoucis. On salue plutôt le philosophe, le poète, qui s'allongeait tranquille dans un cercueil spacieux du reste de ses jours, cercueil fabriqué de ses propres mains. Une grande part du succès de cette œuvre vient sans doute du fait que, dans le fond, il nous ressemble beaucoup, plus que nous ne voudrions l'admettre. Sans doute, à l'ère où l'on ne parle que de l'innovation, la compétitivité, d'accélération et de changement, Oblomov trouve-t-il une nouvelle résonance? Les nombreuses adaptations théâtrales récentes en sont une indication. Du latin pro, devant, vers, et cratinus, du lendemain, le terme procrastination est souvent défini comme la tendance à remettre au lendemain. On a plus tard ce que l'on pourrait à remettre plus tard ce que l'on pourrait très bien réaliser tout de suite. Plus spécifiquement, il s'agit du report volontaire d'une action prévue, bien que l'on sache que ce report nous sera défavorable. On sait que ce comportement, souvent présenté comme une tare, voire un vice, est très répandu dans la population. Parmi les étudiants, jusqu'à 95% de la population, généralement 20%, c'est des adultes, se verraient comme des procrastinateurs chroniques et quasiment tous souhaiteraient remédier à ce défaut. Le phénomène est en plein essor principalement du fait de la multiplication et l'accessibilité des divertissements, des distractions possibles, mais aussi comme une réponse aux pressions professionnelles et sociales de plus en plus aliénantes. Être ou agir. Au cœur de l'oblomovisme se cache une question aussi simple que redoutable. Que devrait-il faire à présent? Aller de l'avant ou rester là où il se trouvait? Cette question oblomovienne était pour lui plus profonde que le être ou ne pas être de Hamlet.
Le plus souvent, Oblomov, comme nous tous, cherche à justifier ses lenteurs, toujours heureux d'avoir trouvé une excuse plausible. C'est un catalogue de mauvaise foi pour se dérober aux corvées que nous livre Goncharov à travers des pages. Il y a quelqu'un qui veut join. Permettez de mettre. OK. Et l'idée de où est-ce que j'étais plausible, c'est un catalogue de mauvaise foi pour se dérober aux corvées que nous livre Goncharov à travers des pages. Oblomov a constamment beaucoup à faire. Il n'a pas sous la main le matériel qu'il faut. Il n'est pas prêt. Il lui faut plus de temps pour bien faire. Mon plan n'est pas encore tout à fait au point. Procrastiner à ce niveau demande une certaine créativité. Ainsi, il s'agit souvent d'obtenir des sursis. Il reculait l'échéance d'au moins une semaine. Et l'idée de cette semaine de tranquillité gagner le repli, c'est presque de bien-être, d'être capable de blâmer une piqûre de mouche pour justifier d'un voyage annulé, de trouver toutes sortes de solutions de fortune plutôt que de régler définitivement un problème. Pourquoi, pour beaucoup d'entre nous, est-il si difficile de faire des achats de Noël avant tout le monde et de remplir la déclaration d'impôt sitôt reçue, ou de terminer un article sans avoir à demander une semaine de délai? Je confesse, et même dans ce cas, sans avoir à l'achever au dernier moment. Le chercheur Pierre Steele du département ressources humaines et dynamique organisationnelle de l'université Calgary a entrepris de regrouper plus de 200 études scientifiques sur la procrastination. Il ressort que les traits de caractère les plus souvent de la procrastination sont une tendance à l'impulsivité. Les impulsifs cherchent des gratifications immédiates. Rien de plus simple que de consulter son email ou sa page Facebook encore une fois. Ils ne sont pas focalisés sur l'avenir et les conséquences de leurs actions immédiates ou de leur inaction. Ils présentent aussi de médiocres capacités de contrôle de soi, une faible estime de soi et un manque de motivation. Oblomov répond parfaitement à ces critères. Au plus profond de lui loge une forme aiguë de défaitisme et d'anticipation de l'échec. Il redoute plus que tout le regard des autres. Le qu'en dira-t-on? De fait, la procrastination évite le dévoilement de soi et de ses capacités, la comparaison avec les autres. Pourquoi agir? Alors, une neuroanatomie de la motivation implique plusieurs structures cérébrales. La formation réticulée du tronc cérébral permet l'éveil et la conscience. Le thalamus et les noyaux gris centraux coordonnent le système d'action et renforcent des habitudes motrices. Les aires prémotrices et motrices programment et engagent les mécanismes moteurs responsables des actions dirigées vers le but. Enfin, le cortex préfrontal médian et les gyrus circulaires maintiennent l'attention et la motivation nécessaire à toute action complexe. Oblomov, l'ensemble de cette chaîne semble s'être rayé. Le but de vos agitations, de vos passions, de vos guerres, de votre commerce, de votre politique n'est-il pas, quand tout est dit, le repos? Alors, pour aborder cette thématique de ce jour, nous allons accueillir des spécialistes qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous. Ce soir, je vais commencer par le professeur Serge Debazé. Est-ce qu'il est encore avec nous? Bonsoir, professeur. Alors, le professeur n'est plus là. Je vais accueillir monsieur Aboukerim Pellegrini. Bonsoir, monsieur Aboukerim. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, juste après vous, on va accueillir monsieur Abdulaziz. Bonsoir, bienvenue, monsieur Abdulaziz. Oui, bonsoir. Comment allez-vous et vos activités? Ça va. Ça va, Okay, tout bien. Alors, juste après vous, on va accueillir le docteur Mathieu Nathalie. Bonsoir, bienvenue, docteur. Bonsoir, bonsoir vous. Bonsoir. Alors, madame Tchouchoua. Bonsoir. Alors, madame Tchouchoua, bonsoir. Oui. Quelqu'un qui a. Allô? Allô? Madame Tchouchoua, si vous êtes en train de Madame Tchouchoua, si vous êtes en train de parler.
tout cas, son micro est sûrement qu'elle a un problème. Ouais, sûrement. Alors, madame. Ouais, sûrement. Alors, madame. Est-ce que les autres nous suivent là? Est-ce que les autres sont avec nous? Est-ce que vous nous suivez? Les autres nous suivent. Avec nous, est-ce que vous suivez? Bonsoir, monsieur Hubert. Bonsoir, monsieur Hubert. Bonsoir, monsieur Popam. Bonsoir, monsieur Popam. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ok. Alors, je ne sais pas si les uns et les autres ont écouté attentivement le texte que j'ai lu tout à l'heure. Je voulais, avant qu'on aborde la thématique proprement dite, je voulais passer la parole au docteur Mathieu qui sûrement a quelque chose à partager avec nous en lien avec la biologie. Bonsoir à tous. Vraiment, désolée, j'ai pas préparé quelque chose de spécifique, mais je suis ouverte à des questions. Si vous avez des questions, je suis médecin biologiste en service à l'hôpital général de Douala. Donc, je ne sais pas si les uns ou les autres, s'il y en a qui ont des questions. Peu importe le sujet, je répondrai à la mesure de mes connaissances. Et puis, voilà. Mais concernant la procrastination, on a beaucoup de cas dans nos hôpitaux, surtout dans la jeunesse actuellement, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui arrivent en consultation et qui disent qu'ils ne veulent rien faire, ils ne veulent plus rien faire, ils sont fatigués. Et actuellement, au jour d'aujourd'hui, on se pose des questions sur les méthodes, que ce soit les méthodes d'enseignement, les méthodes d'éducation. Et les médecins pédiatres se demandent si on est en train de faillir quelque part. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, avec les drogues qui circulent dans les établissements, on se rend compte que ça devient vraiment difficile. Et la procrastination, on a des cas de plus en plus avérés dans notre contexte. Maintenant, quant à se pencher vraiment dessus et à trouver des solutions, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit déjà mis sur pied. Pour l'instant, on se bat encore contre les drogues qui circulent dans les établissements, surtout en milieu scolaire. Et on n'a pas de spécialiste vraiment pour se pencher sur la procrastination en milieu jeune. Donc, c'est quelque chose qui fera boom, peut-être dans 5-10 ans. Et puis, pour l'instant, les gens sont un peu réticents à parler de ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des cas dans vos milieux respectifs, ce qu'on essaye de partager, de voir ce qu'on peut faire. Merci. Ok, docteur Mathieu. Dans le texte, on présente M. Oblomov comme on présente la procrastination de M. Oblomov comme un acte de sagesse, comme un acte de sagesse, comme la créativité. La créativité. Moi, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y en a parmi nous dont la procrastination a permis de sortir de certaines situations. Monsieur Aboukarim, vous voulez prendre la parole? Pas moi, en tout cas. Monsieur Aboukarim, vous voulez prendre la parole? Alors, il y a quelqu'un qui... Ou bien c'est moi qui... C'est mon micro.
Ah, j'ai encore perdu la connexion. euh, qui explique la procrastination. Il y a des facteurs biologiques, neurologiques, il y a des facteurs psychologiques et on pourrait aussi même dire qu'il existe des facteurs sociaux, socio-environnementaux. Donc, quand nous prenons les facteurs biologiques, neurologiques, alors là, il faudrait voir au niveau euh, des sécrétions hormonales, sécrétions hormonales. Donc, en particulier, la sécrétion de la dopamine. Quand elle est un peu plus abondante, cela rend la personne un peu plus impulsive et c'est une source de... bon, c'est ce qui peut aussi expliquer la procrastination chez la personne. Au niveau des... Allô? Aussi, la formation des éléments du cerveau tels que l'amygdale, on vous a parlé de la réticulée, le gyrus singulaire et tout. Donc, ces éléments-là, en fonction de leur taille, quand la taille est un peu plus importante, donc il y aura un défaut au niveau de la régulation émotionnelle. Et quand il y a ce défaut de régulation émotionnelle, donc la personne peut se retrouver avec cette pathologie-là qui est la procrastination. Donc au niveau des facteurs environnementaux et sociaux, là nous pouvons parler de la pression sociale. Donc notre environnement est caractérisé la valorisation de l'excellence. Alors, cela écrase parfois certaines personnalités. Et vous l'avez cité dans le test, quand vous prenez les personnalités psychasthéniques. Donc, ces personnalités-là sont sujets à l'anxiété. Et puis, donc, quand ces personnalités sont en face des situations concurrentielles ou bien des situations qui nécessitent une évaluation un peu pointue, alors elles se voient déjà un peu écrasées et ça limite leur volonté à pouvoir participer à la compétition. Donc voilà à peu près ce que je vais dire d'entendre de cette discussion et en attendant que les autres interviennent et qu'on puisse ensemble continuer. Merci beaucoup. Justement, oui, merci, Monsieur Hubert. Je voulais justement passer la parole parce que j'ai souvent entendu parler de la sociologie de l'action. Est-ce que quelle est l'interprétation que la sociologie de l'action fait de la procrastination, Monsieur Hubert? Merci, monsieur, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais je voudrais d'abord revenir sur quelques points de l'intervention de monsieur Aboukerim, qui a su bien faire la sociologie de la procrastination. Alors, je vais vous dire que du point de vue sociologique, la procrastination ne peut être réduite à un simple problème individuel ou psychologique. La procrastination est un fait social qui est produit par des normes, des injonctions et des rapports sociaux alors qui structurent nos comportements. Alors, elle se situe alors à l'intersection entre l'individu et la société, entre la liberté d'agir et les contraintes invisibles qui pèsent sur l'action. Alors, de ce fait, la procrastination alors sera perçue comme un produit des normes sociales de Oui, performance. nous sommes encore là, prof. La connexion, c'est comment?
Parce que nos sociétés contemporaines sont marquées alors par une forte injonction à la réussite. Ok, d'accord. Nos sociétés Ok. contemporaines sont marquées ou sont caractérisées par l'efficacité ou nous poussent à l'auto-optimisation. Et vous savez comme moi que dès l'école déjà, l'individu apprend qu'il doit être performant, qu'il doit être compétitif et autonome. Et dans ce contexte, procrastiner devient une réponse sociale à une pression excessive lorsque les exigences sociales dépassent alors les ressources perçues de l'individu où l'action va se faire bloquer. Et il faut aussi dire que le contrôle de soi n'est pas inné. Le contrôle de soi n'est pas inné et il est plutôt socialement construit. Et cela dépend du milieu familial, du milieu scolaire, du milieu professionnel, etc. Parce que les individus n'ont pas été tous socialisés de la même manière, n'ont pas été socialisés à la même discipline. Voilà, connexion. Et encore loin pour dire que l'estime de soi ne se construit pas dans le vide. Parce que l'estime de soi est largement liée à la reconnaissance sociale, à la réussite sociale, à la réussite scolaire, au statut professionnel, à la validation par les pairs. Parce que nous sommes dans parce que les sociétés promettent la réussite à tous. La société, elle est libre, elle permet à tout le monde de réussir, elle permet à tout le monde d'avoir les chances de réussir, mais n'offre pas alors les mêmes opportunités à chacun. Et ce décalage-là entre les ambitions inculquées et les possibilités réelles va créer alors une frustration sociale. Et de ce fait, la procrastination va se situer précisément dans cet espace-là, entre ce que la société nous pousse à vouloir et ce qu'elle nous permet réellement de réaliser. Et la sociologie invite alors à se méfier de la tendance à pathologiser la procrastination, ne pas voir la procrastination comme une pathologie en la présentant uniquement comme un problème individuel où on invisibilise les responsabilités des institutions, de l'école par exemple, du travail, de la famille, etc. Donc il faut dire que cette individualisation-là du problème renforce la culpabilité et affaiblit encore l'estime de soi. Et en conclusion, je dirais tout simplement que la procrastination, pour répondre à votre question, se situe à la croisée des logiques individuelles, à la croisée des structures sociales. Et elle révèle les tensions entre les normes de performance, entre les inégalités, entre les inégalités de socialisation en quelque sorte. Donc, plutôt que de condamner moralement, il faut la comprendre comme un révélateur des dysfonctionnements sociaux contemporains où l'individu est, je ne sais pas comment dire, l'individu, je ne sais pas comment dire, est sommé de réussir seul dans un système profondément inégalitaire. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Merci, M. Hubert. Je voudrais passer la parole à M. Abdulaziz Ouedraogo. M. Abdulaziz Ouedraogo, dans le texte de tout à l'heure, on présente Oblomov comme un sage. On le présente comme quelqu'un qui est capable de faire preuve de créativité parce que remettre tout au lendemain, ça fait. Il faut être capable de faire preuve de créativité. Pour vous, est-ce que la procrastination, vous avez déjà vu des personnes dont la procrastination a permis de se sortir des situations difficiles, des situations compliquées?
Alors, Monsieur Abdelaziz, veuillez d'abord ouvrir votre micro si vous voulez prendre la parole, si vous êtes en train de parler. Alors, le temps que Monsieur Abdelaziz ne nous revienne, je ne sais pas quel est le souci, je vais accueillir Madame Véronique Nadège Godok. Bonsoir, bienvenue, Madame. Est-ce qu'on me suit maintenant? Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, 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 je n'avais pas enlevé le micro. Je cherchais pas. Bonsoir, bonsoir. Merci, merci, Monsieur Aurélien. Alors, la thématique, vous la connaissez. Malheureusement, on Oui, n'était pas là au début qu'on a lu. Qu'est-ce que vous pensez de la procrastination, en fait? Comment est-ce que vous euh, la définissez? Comment est-ce que vous la percevez? Quelque chose de bien, quelque chose de pas bien? déjà, avec les panélistes qui sont passés là tout à l'heure, vraiment, je crois que j'ai beaucoup appris parce que, bon, je crois que la définition que j'avais de la procrastination, ça allait dans le même sens, mais je veux dire, avec les interventions des uns et des autres, surtout les deux derniers panélistes là, donc j'ai vraiment appris quoi, j'ai vraiment pu savoir ce que c'est que définir, vraiment mieux la définir. Donc pour moi, je crois que, je pense honnêtement que ça peut être, c'est pas quelque chose de bien, vraiment, parce que si l'on définit la procrastination comme le fait de retarder une tâche à faire, c'est-à-dire lorsque tu as, je sais pas moi, peut-être à la maison un ménage à faire, si tu retardes parce que, bon, on va dire au boulot, quoi, vraiment, c'est exemple. Tu as quelque chose à faire, tu retardes et tu attends toujours, tu reportes au lendemain. Donc, ça peut impacter, je crois que ça impacte négativement. Et je comprends que c'est. Avant, je ne comprenais pas que c'est lié même à la personne ou peut-être par rapport à l'estime de soi. Je pensais que c'était juste une question de paresse, de faiblesse, de. Allô? Quelque chose. Donc maintenant, peut-être ça peut être même dû à l'enfant, c'est-à-dire à l'éducation, à ce que une personne a reçu, c'était comme éducation dans son environnement. Est-ce que, je me dis, c'est parce que peut-être quelqu'un a été une personne toujours enfermée, toujours qui restait dans son coin et qui a peur d'affronter certaines choses. Ou bien peut-être que l'environnement, la famille, les parents, on l'a pas appris à affronter certaines situations et n'ayant pas peur, se renferme et repousse. Donc, je ne comprenais pas vraiment avant que c'était vraiment un problème interne. Je pensais juste que c'est un souci de paresse. Donc, je comprends vraiment que c'est profond. Donc, je pense que c'est vraiment pas bien. Je crois qu'il faudrait lutter contre cela, essayer de se comprendre soi-même et essayer de sortir de cette zone qu'on croit être de confort. Donc, pour moi, c'est ce que je peux dire, quoi. Merci, Madame Godok. Monsieur Alton Selemani, bonsoir, bienvenue. Ah, Madame Assadielou voulait prendre la parole. Madame Assadielou, Madame Godok a parlé de la peur. Elle a peur de parler de la peur d'affronter certaines situations. Pour vous, la procrastination, comment est-ce que vous la percevez? Alors, merci du coup de m'offrir la parole. Je suis très heureuse d'être parmi des professionnels aussi aguerris sur leur thématique qui est propre à chacun. J'ai aussi eu à recevoir ce soir des petites piqûres de rappel par rapport aux différents éléments liés à la procrastination. Et dans ta question, Aurélien, j'ai vraiment l'impression que tu as envie de nous accompagner à observer la procrastination sur un autre angle. Parce que moi, j'ai pas envie de dire que la procrastination, c'est quelque chose de bien ou c'est pas bien. Pourquoi? Parce que la procrastination est une réponse à quelque chose. Et on a évoqué les différents éléments par rapport au fait que ça puisse être biologique, neurologique, social, environnemental, psychologique. Voilà. Donc non, il n'y a pas à se dire c'est bien ou c'est pas bien.
que déjà en tant que professionnel, si j'adopte cette posture de c'est bien, c'est pas bien, ma thérapie va être très clairement orientée pour le patient. Or que non, c'est pas mon but, c'est pas ma démarche. Moi, ma démarche, c'est de comprendre les déclencheurs et d'accompagner le sujet à rediriger vers un équilibre qui lui permette d'être épanoui. Parce que si quelqu'un procrastine et se sent bien dans sa procrastination, il n'y a pas de problème. La vraie douleur dans la procrastination, c'est pour ceux qui le sont dans cet état psychologique et émotionnel et qui aspirent à autre chose, qui ont une autre vision de ce qu'ils attendent d'eux et de leurs besoins. Et c'est une véritable souffrance entre l'envie et l'action. Ça fait mal de ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et là, il faut creuser avec le patient pour comprendre concrètement ce qui se passe. Après, dans certains cas, c'est rare, mais ça arrive. Et ça commence à arriver de plus en plus. On a des gens qui sont peut-être TDAH, qui désignent le trouble déficitaire de l'attention, ou bref, dans la catégorie des troubles neurodéveloppementaux, on peut avoir le HPI, on peut avoir le multipotentiel. Toutes ces personnes-là, rien que dans leur classification, on voit que ce sont des gens qui ont des fonctionnements qui sont assez atypiques. Et dans ces comportements atypiques, des fois, ces gens-là peuvent être amenés à s'infliger des surcharges, s'infliger des missions, ne pas aller au bout, commencer tout plein de choses et ne jamais le terminer. Eh bien, c'est peut-être surprenant, mais dans des thérapies, il m'est déjà arrivé d'accompagner certains patients à être dans la procrastination positive. Parce que si aujourd'hui je prends le temps de parler de procrastination positive, c'est pas pour donner une excuse à ces patients-là, c'est pas pour les accompagner à repousser leurs tâches au quotidien, non. C'est plutôt parce que cette pratique, quand on la maîtrise bien, elle peut apporter des véritables bénéfices à la vie du patient et aux souffrances que le patient s'inflige lui-même sans se rendre compte dans le cadre personnel et dans le cadre professionnel. En tout cas, la procrastination positive, pour moi, elle peut être un véritable canaliseur pour ces personnes-là. Elle peut elle peut les accompagner à digérer leur vie. Autrement, en tout cas, en abaissant un peu leur pression, leurs attentes, leur vision qu'ils ont et je ne dirais pas abaisser, je dirais juste, je pense que c'est une erreur de dire abaisser, je devrais juste dire pas réactualiser, rééquilibrer. Je pense que c'est le terme à peu approprié. Rééquilibrer. Et ce temps de pause, en fait, il va permettre à l'esprit de vagabonder, d'explorer des pistes, de se reposer, chose qui ne s'accorde pas, d'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de trop anticiper, d'arrêter de ressasser le passé, d'arrêter de planifier, découper, préparer, prévoir certaines tâches, certaines missions. Or que parfois, ça peut être beaucoup plus lourd, beaucoup plus douloureux émotionnellement que quand on se laisse vivre le truc, quand on laisse la vie. Je dirais pas laisser la vie faire les choses, c'est pas le terme approprié, mais laisser les choses venir à soi. Voyez. Parfois, ces moments de non-action aussi peuvent faire du bien au cerveau en coulisses. On a beaucoup parlé de cerveau et de son fonctionnement là. Parfois, le cerveau, quand on lui en demande trop, il fait pas la distinction et à un moment donné, il finit par s'effondrer. Et même, j'ai oublié tout à l'heure d'évoquer, je parlais des troubles neurodéveloppementaux dans leur catégorie des personnalités dites atypiques, mais dans plusieurs cas de burn-out aussi, on peut accompagner les gens à être dans la procrastination positive. Vous voyez? Donc, en tout cas, ça permet de gérer le stress. Je pense que ça permet aussi d'être un peu plus efficace en allant au bout des choses et de faire les choses de manière équilibrée. Ça permet aussi d'avoir une prise en charge de soi-même différente. On parle d'amour de soi, d'estime de soi, mais si on s'inflige tout le temps des choses, si on ne se repose pas, si on ne sait pas s'arrêter, à un moment donné, ça a un impact aussi négatif sur nous-mêmes parce qu'on est tellement focus sur des tâches externes qu'on oublie de s'arrêter un peu pour soi et de réfléchir à soi et ses besoins, etc. Et ça peut être utile, je pense, la procrastination positive dans ce sens-là. Et même par rapport à l'autodiscipline, de se mettre des phases, enfin, pas des phases, mais comment je peux appeler ça, des étapes
aller au bout des étapes, parfois s'arrêter, apprécier aussi le fait d'être parti au bout. Vous voyez, je pense que toutes ces choses-là peuvent être utiles dans la procrastination positive. Donc oui, la procrastination, c'est douloureux, mais pour certains patients, c'est essentiel. Donc voilà ma participation à cette très jolie conférence. Et j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que j'ai répondu à ta question, Aurélien, Tout à fait, par merci. rapport à la procrastination, si c'est bien ou si c'est pas. Ouais, merci, merci, parce que j'allais justement te relancer avec la question sur le bonheur, mais tu as anticipé. Alors, permettez-moi d'accueillir le professeur Serge Zébazé. Il est hydrobiologiste et internationaliste. Il est enseignant à l'Université de Yaoundé 1. Bonsoir, bienvenue, professeur. Merci, bonsoir à Aurélien. Merci de m'avoir invité à cette émission. Bonsoir à tous les autres panélistes. Et j'espère avoir le bon raison pour être là au moins pendant le temps qu'il faudrait que je dise quelque chose. Merci encore. On va donc vous donner la possibilité de nous parler de ce que vous avez prévu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez nous parler du texte dont on a invoqué il y a quelques jours en inbox, ou alors peut-être vous allez nous parler de l'environnement. Comme je vous ai dit, c'est toujours bien d'avoir une diversité de thématiques et de points de vue sur des sujets divers. Et les questions environnementales, pour ma part, sont très, très, très importantes pour nous qui parlons des sciences humaines. Alors, professeur, vous avez la parole. Ok, merci Aurélien. Alors déjà, j'avais essayé de préparer juste un petit, pas un topo, mais une... Ouh là là, j'ai encore mon micro. aujourd'hui, surtout dans les zones urbanisées, parce que les zones urbanisées ont l'inconvénient de créer, n'est-ce pas, une attraction des personnes qui arrivent, qui s'installent et qui essayent d'avoir quelque chose à faire, n'est-ce pas, pour s'en sortir. Et souvent, quand c'est bien organisé, comme ailleurs, chacun trouve une place, mais quand c'est un peu moins bien organisé comme chez nous, ça fait un peu un fourre-tout. Et quand ça fait un fourre-tout, les véritables problèmes qui vont se poser dans les villes, par exemple, dans les grandes villes d'Afrique au sud du Sahara, ou on va dire du tiers-monde, ce sont les problèmes d'assainissement et les problèmes de pollution, les problèmes d'insalubrité. Et vous avez vu, on voit Yaoundé par exemple maintenant, quand on remet à demain, on voit les entreprises qui doivent s'occuper de ça, on va vous dire qu'il n'y a pas de moyens, mais elles vont remettre à demain ce qu'elles avaient à faire, remettre à demain, et finalement, la quantité d'ordures ménagères qui était prévue pour être enlevée après 2 jours va traîner une semaine, et après une semaine commencent les dégradations, commencent les maladies, commencent d'autres éléments qui n'étaient pas prévus, et à ce moment, c'est très négatif. Donc, l'environnement ne devrait pas attendre. Ce n'est pas l'environnement qui doit s'accommoder à nos modes de vie, c'est nos modes de vie qui devraient, n'est-ce pas, s'accommoder à l'environnement. Et sur ce point-là, effectivement, il peut être bon à un moment de procrastiner. Si on prend l'exemple des forestiers qui détruisent les arbres alors qu'on leur demande de replanter dans les aires forestiers où ils ont détruit et qu'ils remettent de replanter à demain, ça c'est très mauvais. S'ils arrêtent de le faire, parce qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, il n'y aura pas une remodélisation de la forêt pour que nous puissions régler les problèmes d'environnement. Et donc, du coup, quand on prend l'environnement au sens large du terme, au sens de la... Aujourd'hui, on parle beaucoup des changements climatiques, on parle beaucoup de la biodiversité, etc. Et quand on regarde bien, si on essaye de segmenter les causes des changements climatiques, on va voir que ces causes sont plus importantes dans les villes que dans les zones rurales où ils n'ont pratiquement pas de problème. Et dans ces villes, effectivement, il faut apprendre à savoir s'arrêter et procrastiner peut être quelque chose de positif. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, professeur. Merci infiniment. Je ne sais pas si parmi les panélistes, il y en a qui pourraient éventuellement avoir des questions à poser au professeur. Si jamais il y en a, je vous en prie, vous avez la parole. Alors,
moi, j'ai quand même envie de poser une question qui peut paraître très bête pour les personnes qui traitent l'aspect biologique, etc. Mais je me dis qu'on est des personnes adultes et qu'il n'y a pas de questions bêtes et que peut-être même elle va être bien accueillie et bien réceptionnée, ma question. J'aimerais savoir pourquoi la dépression, parce que moi, la procrastination, pour moi, parfois c'est un symptôme dans la dépression. Pourquoi la dépression, on n'arrive pas à la lire dans l'aspect biologique? Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une prise de soin et après, quand on fait la prise de soin, on voit la dépression, comme quand on voit d'autres pathologies dans le sang? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. Ok, merci beaucoup pour la question. Je vais essayer. Même si je ne suis pas spécialiste, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas une question bête. Au contraire, elle est tellement pertinente que je pense que je vais ne pas apporter la réponse au fond. Alors, disons qu'en termes d'intelligence, vous êtes psychologue, vous le connaissez bien, le nombre de neurones n'augmente pas. Ce qui augmente, c'est le nombre de synapses. C'est le nombre de liaisons entre les zones du cerveau. Et ça ne va pas se voir comme étant une pathologie parce que chaque fois qu'une nouvelle liaison se crée, c'est parce que le cerveau veut résoudre un problème. Et donc, il veut mettre en relation une partie psychomotrice ou une partie, n'est-ce pas, purement psychologique. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va voir le cerveau encombré par des neurones et par des liaisons synaptiques, mais on ne saura pas quelles sont les liaisons synaptiques qui créent les problèmes de dépression. Parce que la dépression, c'est un encombrement. Cet encombrement va être dû surtout à la quantité et au volume d'hormones qui soient sécrétées. Certainement l'adrénaline ou l'estradiol, etc. Et donc, en dosant ces hormones, on peut voir que le taux est supérieur à ce qu'on aurait dû avoir, mais on ne pourra pas identifier directement la dépression. Et c'est pour ça que généralement, la dépression va s'identifier surtout par les éléments comportementaux. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un commence à avoir des dérèglements et commence à avoir des attitudes qui ne sont pas celles qu'il a habituellement, on peut commencer à se poser des questions. Mais avec une prise de sang, où était ça, on ne le saura pas. Avec les dosages hormonaux, on saura qu'il y a quelque chose qui se passe, mais après, il faudra trouver les moyens de l'expliquer. Merci beaucoup. Merci, monsieur Serge. Je voudrais rebondir Je peux? Oui, docteur Mathieu, allez-y. S'il vous plaît, les autres, vous pouvez... Oui, docteur Mathieu, allez-y. S'il vous plaît, les autres, vous pouvez... Je voudrais rebondir en disant que concernant les hormones, généralement, on ne peut pas faire la détection parce que les hormones ont des cycles. Donc, au moment où on fait le dosage hormonal, on peut avoir un pic, mais on refait parce que lorsqu'on a un pic, on ne peut pas poser un diagnostic avec un pic d'hormones. Et généralement, chez les femmes, comme on a des cycles avec la progestérone, les œstrogènes, on ne peut pas facilement mettre le doigt dessus. Parce que lorsque la femme est dans la phase folliculaire, elle a un pic hormonal. Lorsqu'elle est dans la phase lutéale, elle a un autre pic. Ce qui fait que on ne peut pas superposer ces pics-là avec la dépression. Mais généralement, comme mon prédécesseur l'a dit, ce sont des comportements comme l'irritabilité, l'agressivité, les absences, parce qu'on a souvent des gens qui sont là avec nous, après ils font 5 minutes hors de la zone, donc ils déconnectent leur cerveau et après ils reviennent, donc on appelle ça des absences. Et ce sont ces comportements-là qui font le tableau de dépression. Donc, concernant les dosages sanguins, c'est difficile parce que ce n'est pas un organe qui est atteint, ce n'est pas un organe spécifique. Et concernant le cerveau, il y a peut-être des examens qu'on fait, comme les électroencéphalogrammes, mais ce n'est pas quelque chose de chiffrable. Je prends un exemple simple. Si tu as du diabète, on va faire la glycémie, elle sera élevée. On sait que c'est le pancréas qui ne produit pas assez d'insuline et c'est pour ça que la glycémie est élevée. Dans le cas de la dépression, on a
juste un désordre hormonal qui va se créer, mais on n'aura pas un chiffre. On ne pourra pas dire, voilà, on a tel paramètre qui est élevé, ça veut dire qu'on a la dépression. Et même lorsqu'on a des paramètres élevés dans la dépression, quelque temps après, ça peut se réguler parce que la dépression, c'est quelque chose qui prend du temps. Et lorsqu'elle s'installe définitivement, pour rentrer à l'état initial, ça prend aussi du temps. Donc, du jour au lendemain, par exemple, quelqu'un ne fait pas la dépression aujourd'hui, et puis on va dire comme le paludisme, on sait qu'on a un cycle de 21 jours avec le paludisme, et que après 21 jours, si tu as été piqué par les moustiques, tu peux faire le palu. On n'a pas ça dans la dépression. Donc, chacun en fonction de son organisme, en fonction de sa réponse au stress, développe des mécanismes d'abord d'adaptation, parce que la dépression, c'est souvent lorsque on a dépassé les mécanismes d'adaptation. Donc, on va s'adapter au stress au fur et à mesure, et lorsqu'on sera borderline, on va tomber en dépression. Généralement, on utilise le mot tomber en dépression parce qu'il y a des signes avant-coureurs. Je ne sais pas si j'ai répondu, si nos interventions ont répondu aux questions. Ouais, c'est très gentil. Et ça me permet de mieux comprendre la femme. On a souvent des cycles qui ne permettent pas de définir. Et je retiens aussi que dans le cerveau, ça crée comment il a utilisé le terme là? Oh là là, j'ai oublié le mot. Je l'avais au bout de la langue. Surcharge. Ouais, des surcharges qui créent pas des fissures, mais bon, on va visualiser comme des fissures dans le cerveau. Donc, du coup, en gros, la dépression, on ne peut pas la mesurer techniquement sur l'aspect biologique. Donc, c'est plutôt comportemental et réactionnel. Ok, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour la question, Madame Assadil. Alors, nous sommes arrivés, il est 18 heures, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je voulais passer la parole. Madame Tchotchoa n'a pas pris la parole depuis. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Monsieur Alton Selmani également. Je voudrais bien que les uns et les autres prennent la parole pour le mot de fin afin qu'on puisse se séparer parce que les lions indomptables doivent se rassasier tout à fait, ils doivent manger. Je ne sais pas trop si c'est du léopard ou je ne sais plus trop. Alors, Monsieur Alton Selmani, vous voudriez bien prendre la parole? Alors, Madame Tchotchoa va prendre la parole. Merci, monsieur. Bonsoir. Ouh là là. Madame Tchotchoa, Monsieur Alton Selmani, on vous écoute. Madame Tchotchoa, c'est juste après vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Alton Selmani. Que pensez-vous de la procrastination au vu de tout ce que les prédécesseurs ont eu à dire? Bonsoir, merci Achille. Bonsoir à tout le monde. Je m'excuse d'abord pour les désagréments. C'est avec difficulté que j'ai suivi les prédécesseurs, mais je pense que la procrastination, selon moi, c'est quelque chose qui touche un peu les deux parties. Donc, ça peut être lié à une pathologie quelconque. Et aussi, ça peut se manifester et ça peut être utilisé de façon positive. Parce qu'à un certain moment, il faut lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain syndrome qu'on appelle, en psychologie du travail surtout, les workaholismes. Les workaholismes, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le fait d'aimer plus le travail, donc de travailler beaucoup. Pourquoi je parle que la procrastination peut être aussi bonne? Parce que à un certain moment, lorsqu'on applique la procrastination, on fait un profil bas au workaholisme, donc à la personne qui aime chaque fois travailler, parce que parfois ça peut amener dans le burn-out, le stress. Voilà pourquoi aussi la procrastination est bon. À un certain moment aussi, ça peut agir aussi dans les sens ou dans les cadres d'une pathologie, comme dans la dépression, comme chez les personnes dont l'estime de soi est diminuée ou la confiance en soi est diminuée.
Et là, donc, c'est au thérapeute de savoir quand l'utiliser et comment l'utiliser. Voilà donc ce que je pourrais intervenir par rapport à la procrastination. Merci, Monsieur Atonsemani. Alors, Madame Tchatchoua, vous étiez en train de parler tout à l'heure, je vous en prie, allez-y. Merci, Monsieur Pokam, pour souligner, c'est le mot de la fin, et pour souligner l'aspect pression sociale qui est, que je trouve comme le facteur principal qui participe à mettre en place un état de procrastination. L'enjeu consisterait à questionner tout ce que nous mettons en place comme envie et ambition. Ça, c'est très peu recherché, la remise en question. L'enjeu, ce serait également de se mettre au courant soi-même de ce qui est en train de se passer à l'intérieur. La procrastination a tendance à avoir lieu, du moins nous en prenons conscience, après coup. Donc, ça intervient dans un moment de jugement, et ce qui contribue à mal l'apprécier, du moins à en faire trop, ou bref, à ne pas la mesurer de façon pertinente. Voilà. Et je suis très intéressée par votre mot d'introduction, le mot générique là. Il y a un endroit où vous dites la meilleure version. Être la meilleure version de soi, voilà un concept que personnellement, je dirais que je combats beaucoup dans mes accompagnements, parce que qu'est-ce que c'est véritablement? Je veux dire, quand vous pouvez valablement imaginer la meilleure version de vous-même là, à l'instant T, et si par un effet de baguette magique, ça se passe là, maintenant, la meilleure version de soi, et puis quoi? Vous voyez, donc c'est un concept qui, à mon avis, est impropre à introduire l'aspect humain dans la compréhension de la vie qui est la nôtre. La nôtre, en tant que nous sommes des sujets, notre objet d'étude au sein de cet échange, c'est l'être humain. Et l'être humain, c'est une cognition, mais une cognition incarnée et en même temps dans un environnement. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte en même temps, et les relations entre les causes telles que nous les mentionnons ici et là ne sont pas des relations de causalité linéaire. Nous avons davantage affaire à des boucles de rétrocontrôle qui font que A cause B, B cause C, ou bien C cause A et B, ainsi de suite. Donc, la causalité n'est pas du tout linéaire, et un facteur de risque n'est pas nécessairement... Il faut bien nuancer quand nous évoquons les différents facteurs qui puissent conduire à cette situation. Bien, je voudrais m'arrêter là, et merci pour l'espace. Merci à vous, Madame Tchatchoua. Bon, vous savez que j'aime bien vous taquiner, donc je ne vais pas changer mon propos introductif. Alors, je ne sais pas si Monsieur Aboukerim, Madame Gondok, Dr Mathieng, Monsieur Dolodi ont un mot de fin pour qu'on puisse conclure, parce que il faut aller voir ce que le lion va manger tout à l'heure. Oui, merci. Moi aussi, je voudrais bien savoir ce que pourra faire le lion aujourd'hui. D'accord. D'accord. Oui, juste pour, en conclusion, dire que, comme nous l'avons constaté, la procrastination, elle est d'origine diverse et elle est réelle, elle existe. Alors, il faudrait qu'on commence par développer des moyens pour pouvoir la prendre en charge de façon efficace. Comme mon cher ami de Doji l'a dit, notre société contribue beaucoup
à la procrastination. Et c'est là un appel pour revoir peut-être notre système d'organisation. Comme il a dit aussi, j'ai bien aimé, mais la société valorise la compétence, la concurrence, mais elle ne donne pas maintenant les moyens à tout le monde pour pouvoir participer à cette compétition, malheureusement. Donc, il faudrait qu'on revoie un peu notre façon de faire, notre façon de nous organiser, et peut-être qu'on trouvera un peu de solutions. Merci bien et à bientôt à tout le monde. Merci à vous. Alors, qui d'autre veut avoir un mot de fin? Madame Godot? Non, c'est bon pour moi, Monsieur Aurélien. Vraiment, moi, j'ai beaucoup appris avec tout ce que les interventions des uns et des autres. Donc, je compris que procrastiner peut être positif, ce que je savais pas. Et je pense que, justement, comme on a dit, c'est prendre du recul par rapport à une situation donnée et tout. Ça peut être très important. Donc, voilà, j'espère que tout à l'heure, les lions ne vont pas procrastiner devant les Gaules et voilà, et qu'on va manger ceux qui seront là. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir été là. Docteur Mathieu, vous avez un mot de fin? Allô, docteur Mathieu. Alors, monsieur Hubert Dododi, je pense que docteur Mathieu est déjà en train de se frotter les mains pour regarder le match. Alors, monsieur Hubert Dododi, vous avez la lourde responsabilité de dire du mot de fin et on va se séparer, comme d'habitude. Alors, mon mot de fin serait de dire merci à tous les panélistes. Merci pour l'invitation de tous les jours, Monsieur Aurélien, et portons-nous bien. Heureuse année à tous. Merci, merci. Meilleurs vœux à vous tous et on se retrouve pour célébrer la victoire des Lions. Eto a toujours raison. Bye bye tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bye. Bye bye.